Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne de nouvelles perspectives sur Doha et ses environs. Je suis Miranda Hatti. Dans cet épisode spécial à l'approche de la Coupe du Monde de foot au Qatar, nous mettons un coup de projecteur sur l'accessibilité et l'autonomisation. Alors, allons droit au but. Dans un instant, nous explorons les salles sensorielles qui offrent une échappatoire de quiétude pour les fans de foot. Et découvrons comment ce sport a le pouvoir de changer les choses lors de la Coupe du Monde des enfants des rues. L'objectif de Qatar 2022 est clair, faire en sorte que tous aient une chance égale de profiter de ce tournoi, avec l'espoir que son héritage perdure bien au-delà du coup de sifflet final. Je vous emmène visiter une salle sensorielle ici à l'Education City Stadium. Grand fan de foot, Ahmed Habib attend avec impatience le coup d'envoi de Qatar 2022. Je pense que tout est en place pour que cette édition soit la plus accessible de toutes. Nous travaillons depuis très longtemps sur cette question en incluant les personnes handicapées, en mettant en place les normes les plus élevées sur les sites du tournoi, mais aussi en s'assurant que cette compétition joue un rôle transformateur pour que le pays tout entier devienne plus accessible. Ahmed Habib travaille pour le Comité suprême pour la livraison et l'héritage, le conseil gouvernemental qui supervise tout ce qui est en lien avec la Coupe du Monde. C'est très rare d'avoir des stades comme ceux que nous avons ici au Qatar. Les 8 stades sont neufs. Les spectateurs en fauteuil roulant comme moi peuvent se placer dans plusieurs endroits du stade pour avoir différents points de vue sur le terrain. Mais l'accessibilité d'un stade ne se limite pas à une rangée de sièges accessibles aux fauteuils roulants. Les cris de la foule, c'est ce qu'on aime dans les stades, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ici, à l'Education City Stadium, une salle sensorielle accueille les jeunes fans atteints d'autisme et d'autres handicaps cognitifs pour réduire leur anxiété lors de l'événement. Sana Aboumajid a commencé à travailler sur cette salle en 2020 pour qu'elle soit prête pour la Coupe arabe qui s'est tenue l'an dernier. Elle a été recrutée pour son expertise après avoir contribué à la mise en place d'un équipement similaire à la Renad Academy, une école qui aide les enfants autistes. La plupart des personnes qui sont neuroatypiques peuvent être submergées par les bruits ou gênées par la lumière et trouver les lieux bondés vraiment inconfortables. C'est là tout l'intérêt des salles sensorielles. Ces environnements sont destinés à calmer et à détendre les individus. Sabika Chaban a fondé Qatar Disability Resource pour rassembler les acteurs du handicap dans le pays. Elle sait que le chemin vers une plus grande accessibilité est semé d'embûches. Cette transformation est un défi en soi. Nous parlons de besoins très divers et tenter de comprendre que l'accessibilité ne se résume pas à l'installation d'une rampe et à la fourniture de panneaux en braille. C'est important, mais c'est beaucoup plus sophistiqué que cela. Selon elle, un important travail de terrain a déjà été réalisé pour promouvoir l'accessibilité des tournois de foot à l'avenir. La FIFA agit de manière incroyable en donnant aux personnes porteuses de handicap la possibilité de s'exprimer. Ainsi, le fait d'avoir inclus de nombreuses personnes représentatives à chaque étape du processus, comme lors de la conception des stades, crée un précédent. Et ainsi, elles feront partie intégrante de tout ce qui sera conçu à l'avenir. Parmi les personnes qui ont pu s'exprimer, Ghanime El Tawil qui revendique sa volonté de contester le statu quo. Elle a participé à l'audit du dernier kilomètre permettant de rejoindre l'Education City Stadium et a formulé des recommandations sur la modification de la signalisation, de l'éclairage et des itinéraires pour personnes handicapées. On a fait une évaluation du métro et du tram. Concernant le tram, ils ont mis en place ce qu'on demandait, à savoir une rampe pour les fauteuils roulants. On était censé demander à ce qu'on nous l'installe avant de prendre le tram. Mais on leur a dit qu'il ne fallait pas avoir à la demander, qu'elle devait être disponible tout le temps. Elle était stockée dans un local fermé à clé, or ce n'est pas la peine. Donc ils vont corriger cela. La devise de Ghanime, tout ce qui nous concerne doit être fait avec nous.
Cela signifie que nous sommes autour de la table dès le début. Nous ne sommes pas là juste pour cocher une case et qu'on puisse dire « des personnes handicapées sont venues voir les choses, donc c'est OK ». Non, nous devons être là dès le début. Notre contribution est précieuse. Nous connaissons nos besoins mieux que quiconque. Nous regardons la situation dans son ensemble et nous tenons compte de notre expérience personnelle. Une expérience personnelle qui a vocation à rendre cette Coupe du Monde plus agréable pour tous. La beauté du football réside avant tout dans les prouesses techniques des joueurs. Mais pour Street Child United, elle va bien au-delà. L'organisation utilise ce sport comme une plateforme mondiale destinée aux enfants des rues pour leur permettre de s'exprimer et d'exiger les opportunités, les droits et le soutien qu'ils méritent. Le football est un langage universel. Tous ces jeunes le parlent, mais c'est le monde entier qui le parle. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur le Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA, John Rowe est lui déterminé à ce qu'une partie de cette attention soit portée aux enfants des rues à l'occasion de l'édition 2022 de la Coupe du Monde qui leur est dédiée. J'adore jouer au foot. Je crois que quand ça va mal dans votre vie, c'est vraiment un moyen de vous échapper. Et pour moi, c'est la meilleure chose au monde. Ce que je retiens du tournoi, ce sont les expériences vécues par les personnes que j'ai rencontrées et qui venaient de différents pays. J'espérais depuis longtemps que l'on puisse vivre ce moment, y prouver nos capacités et montrer au monde que notre voix compte. 13 équipes féminines et 15 équipes masculines sont venues des 4 coins du monde pour participer. Se rendre au Qatar a été difficile pour de nombreux joueurs, l'accès aux documents d'identité étant un problème majeur. Chacun a sa propre histoire. Sandhya Shankar est la capitaine des India Girls. Ils ont dit que le foyer de Karunalaya s'occupait des enfants, alors ils nous ont secourus et amenés là-bas. J'avais besoin de papiers d'identité, d'un certificat de naissance, d'une carte Aadhaar, d'un certificat de communauté. Je n'avais rien du tout. À Karunalaya, ils m'ont aidé à obtenir la carte Aadhaar, puis je me suis battue pour obtenir un passeport. Ils avaient besoin du certificat de décès de mon père, du certificat de caste, du certificat de naissance. Il a fallu se battre pour les avoir. Bien qu'ils viennent de pays différents, ce qui est frappant, c'est la similarité des problèmes qui touchent les enfants des rues. Brooke Reed est directrice du programme d'activation de la Qatar Foundation, organisation qui accueille cette Coupe du Monde des enfants des rues dans son Oxygen Park. Il s'agit notamment de reconnaître que ces jeunes n'ont souvent pas accès à ce dont ils ont besoin pour améliorer leurs conditions, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation et du droit à une identité. Le fait de participer à ce tournoi leur donne cette possibilité. Dans l'équipe du Bangladesh, 3 des jeunes n'avaient pas accès à des certificats de naissance et donc à des passeports car la structure juridique de ce pays ne prévoit pas cela pour les personnes qui vivent dans la rue et ne connaissent pas leur famille. Ainsi, grâce au combat mené par les ONG du pays, 1,5 million de jeunes au Bangladesh ont pu avoir accès à ces documents. Jennifer est membre de l'équipe féminine de Colombie qui, au cours du tournoi, s'est hissée jusqu'en finale. Bien qu'elle ait été battue lors de ce dernier match par le Brésil, elle en tire des leçons pour l'avenir. Ce tournoi m'a fait réaliser que tous les pays sont interconnectés. Nous vivons tous la même histoire. Ce qu'on veut, c'est l'égalité, que toutes les femmes puissent se sentir en sécurité et jouer au football, car c'est le sport le plus répandu dans le monde. Et aussi parce qu'il nous donne de la joie, des émotions et de la satisfaction, et qu'il représente un environnement paisible. Quant à la compétition masculine, c'est l'Égypte qui en finale l'a emporté de justesse face au Pakistan. Mais tout ne se résume pas au foot. Dans un modèle similaire à celui des Nations Unies, les équipes ont leur propre assemblée à huis clos pour discuter des problèmes des jeunes qui vivent dans la rue. Pour les participants, et c'est peut-être le plus important, c'est aussi un espace sûr où ils peuvent partager leur expérience personnelle. Ce qui est intéressant avec le Brésil, c'est que ce qui se passe là-bas dans les rues ressemble beaucoup à la situation au Royaume-Uni, avec les agressions au couteau, les crimes avec armes à feu, etc. C'est vraiment intéressant de savoir que c'est la même chose.
À la fin du tournoi, les jeunes ont présenté leurs revendications lors de leur assemblée générale. Ils réclament des droits humains fondamentaux, identité, protection contre la violence, accès à l'éducation et égalité hommes-femmes. Nous pensons qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre et à travailler dans la rue. Nous voulons offrir un avenir à tous les enfants pour qu'ils ne connaissent pas la peur, la violence, les abus. En 2010, on a fait du bénévolat dans une organisation qui aide les enfants des rues en Afrique du Sud. On a rencontré un garçon appelé Andile qui vivait dans la rue depuis 10 ans. Il avait 14 ans quand on l'a rencontré. Depuis l'âge de 4 ans, il vivait dans la rue. On a joué au foot et après Andile nous a dit « Quand les gens me voient dans la rue, ils disent que je suis un enfant des rues. Mais quand ils me voient jouer au football, ils disent que je suis une personne comme eux. » C'est là qu'on a eu cette idée. On a réalisé que le foot pouvait être utilisé pour changer la façon dont les gens voient Andile. Et en changeant la façon dont les enfants des rues sont vus, on peut alors commencer à améliorer la façon dont ils sont traités. En réunissant ces enfants des rues et en utilisant cette expérience pour plaider leur cause, cet événement prouve que le foot peut être un moteur de changement positif dans nos sociétés. Le compte à rebours est bel et bien lancé. Dans peu de temps, des fans enthousiastes occuperont ces sièges pour encourager leur équipe nationale. C'est la fin de cet épisode, mais comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention, retrouvez plus d'informations sur euronews.com et à bientôt dans un prochain épisode. Qatar 365.